C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux, même les téléspectateurs, sur ce grand plateau. Ça fait débat. Oui, nous sommes là bien au rendez-vous pour parler de l'actualité. Oui, l'actualité qui reste encore dominée par les incidents survenus à la prison centrale de Makala. À plus d'une semaine après, l'on ne sait pas nous dire exactement ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des résultats des enquêtes qui sont attendues, mais également des procès qui ont été initiés pour des cas de viol également. Aujourd'hui, certainement qu'on en saura un peu plus, mais le gouvernement est censé donner de la valeur, oui, de la dignité à ces prisonniers en nous disant ce qui s'est réellement passé. Ici sur ce plateau, nous allons en parler avec monsieur Olivier Sambaï, qui est président du cercle axiologique de Kinshasa. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Ça fait longtemps. D'autres responsabilités liées à la sensibilisation, parfois ça ne nous permet pas d'être présents à Ça fait débat, ces cadres qui permettent de véhiculer les idées qui puissent permettre à ce que ça soit récupéré pour la bonne gestion de la chose publique. On était dans d'autres cadres de sensibilisation, c'est pourquoi on ne s'est pas vu 3 semaines durant. Monsieur Jean-Baptiste Kankonde, qui est communicateur de l'Union Sacrée, mais plus précisément par ricochet du chef de l'État. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Arlette. Pas communicateur de l'Union Sacrée, parce que nous sommes les défenseurs de la République. C'est une structure qui est née il y a quelques temps, donc dont nous devons défendre les valeurs de la République. Mais si vous me permettez, j'ai quand même un biscuit que je dois faire là. Oui. C'est parce qu'il y a quelque chose, nous allons parler justice ici, il y a quelque chose qui défraie la chronique. Je viens ici accuser l'un des juges de la République. Vous savez, je suis un défenseur de magistrats, je suis un défenseur de tout ce qui est comme magistrat, juge, ainsi de suite. Mais quand quelque chose ne marche pas, là, nous avons l'obligation de dénoncer. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est-à-dire qu'il y a un ami, un frère, un Congolais, qui a un souci avec une banque qui s'appelle BOA Bank. C'est une banque qui appartient à M. Zoé Kapila à 99%, avec le Marocain. Imaginez qu'il y a un Congolais qui a contracté un crédit à plus de 300 000 $ et qui continue à payer cette facture-là mensuellement. Mais il a été surpris de voir qu'il a été déguerpi en son insu par ces gens-là. Il a eu 3 jugements non attaquables. Le jugement qu'on parle ici de non-obstant tout appel, mais il a été quand même déguerpi. Déguerpi avec une réquisition, les choses que nous condamnons, les choses que nous dénonçons tout le temps. Comment on peut déguerpir quelqu'un avec une réquisition? Le frère a été déguerpi. Dans le déguerpissement, c'est la voiture de la banque qui est venue faire le déguerpissement. Et à l'intérieur, il y a quand même une coffre-fort avec un colis de diamants de 1 200 000 $, avec 140 000 $ en espèces, avec d'autres biens. Et ils sont allés se pouvoir en cassation au tribunal du commerce, où le juge, là où la chose défraie la chronique, c'est les juges, bien que quelqu'un a raison, ils sont allés en référer. Je pense que M. Moujangolo, je connais bien la matière. Le jugement référé, ça ne prend que 24 heures. Mais curieusement, le jugement référé, ça prend 3 semaines. Et entre-temps, c'est ce juge-là, Moussanga, à Nice, qui demande enfin qu'on puisse lui donner 25 000 $, parce que la partie adverse de la banque, BOA Bank, lui proposait 50 000 $. C'est des allégations graves quand même. Hein. Ce que je dis là, je cite son nom, mais c'est Moussanga à Nice. Je voudrais qu'il vienne donner ici, parce que nous avons de preuves. Il a envoyé l'un de ses amis, subalterne, pour exiger qu'on lui donne un petit rien. On lui a donné 2 000 $, qu'il a dit restituer quand il a rendu la justice en défaveur de notre confrère. Comment expliquer que dans ce pays, le chef de l'État est en train de parler, de fustiger. Il demande à ce que les juges puissent être des juges modèles, raison pour laquelle M. Moutambe est venu, que nous soutenons, mais on ne peut pas comprendre qu'un juge qui fait des déclarations graves, il est intérimaire, il dit, mais voilà, ça c'est notre tour, vous savez, juge Yangui est décédé, pauvre, ses enfants et sa famille sont en train de souffrir, moi, si vous ne m'amenez pas l'argent, et ça ne va pas passer. Et regardez l'état de ce qui se passe là, nous demandons à ce que des mesures préventives, que ces juges puissent être arrêtés, mis à la disposition de la justice. Il doit répondre de ces faits. Je dis bien, il est encore présumé innocent, mais nous devons dénoncer que M. juge Moussangi à Nice puisse être d'abord mis
à l'ajustement de la justice, que sa hiérarchie, que ce soit le président des cours constitutionnels, le président du Conseil supérieur de la magistrature, puisse mettre les mains sur ces juges du tribunal du commerce qui est en train de jeter un discrédit sur la justice, qui est en train de monter en puissance. C'est un dossier à suivre. Nous avons un autre invité ici, et sur ce plateau, M. Dieudonné Moucha-Galoussa. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Arlette, je suis très ravi d'être sur ce plateau. Je sais que, je n'ai pas dit que ça va chauffer, mais ça sera un débat républicain. Non, ça va chauffer. Parce que je connais bien Dr Jean-Baptiste qui défend à tout prix, même ceux qui ne font pas défendre, tout simplement parce que il croit aux idéaux, non seulement des c'est lignes les a priori, il n'a encore rien dit. Il n'a encore rien dit pour oui, l'instant. oui, non, j'apprécie, je crois qu'on peut s'allier sur cette cause-là parce qu'on ne peut pas quand même tolérer l'injustice à ce niveau. Et quelqu'un qui a raison, un juge qui demande de l'argent, pourtant il est payé pour ça. Et donc je crois qu'il faut dénoncer les ONG des droits de l'homme vous soutiendront pour cette cause-là. Nous avons également ici sur ce plateau un quatrième invité, M. Sina Konga, qui est porte-parole de M. Singhi Pounoulou, également membre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Bouté là. Toujours dans l'Union Sacrée? Oui, toujours dans l'Union Sacrée. Je voulais juste vérifier. Malgré tout. Nous sommes patriotes en fait. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent à l'instant, nous allons commencer par ce dossier de la prison centrale de Makala. Monsieur Kankonde, je commence par vous. Non, vous avez déjà pris suffisamment de paroles, du moins pour ce moment. On va équilibrer le temps. On va commencer par Monsieur Sambaï. Monsieur Sambaï. Plus de 2 semaines après, la République ne sait pas nous dire ce qui s'est réellement passé à la prison centrale de Makala. Relater les faits comme tels. L'on se limite à tentative d'évasion. De la tentative d'évasion, comment expliquer le nombre de morts? Comment expliquer le nombre de femmes violées? Ne pensez-vous pas que les Congolais ont droit à cette information? Oui, c'est une tragédie ce qui est arrivé. En tant qu'humain, il n'est pas bon de supporter des situations pareilles, et en tant que rationnel ainsi que moraliste, éthicien, c'est dur de supporter, d'assister à ce genre de situation. Personnellement, je connais quand même 2 ou 3 personnes qui sont décédées à la prison de suite de cette situation. Je profite ici pour présenter des condoléances à toutes les familles éprouvées qui ont perdu les leurs à cause de cette situation aussi compliquée et macabre. Alors ce qu'il faut noter, on peut certainement analyser les faits, mais la chose la plus importante, c'est d'attaquer directement les causes. Ce qui est arrivé, en fait, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une situation claire, détaillée, présentée par les autorités, excepté les chiffres de ce qui s'est passé à l'intérieur. Qui est passé de 128 à 131. On sait juste nous donner, compter le nombre de morts. Hein. C'est tout ce qu'on sait faire très facilement en Afrique. Hein. Vous voyez, même la situation à l'Est, on compte plus de 10 millions. Nous sommes, on est très fort en comptabilité. On compte le nombre de morts, on sait compter le nombre de femmes violées, on sait compter le nombre de décès, le nombre de gens qui étaient suffoqués. C'est tout ce qu'on sait compter. Alors que la situation telle qu'elle s'est présentée a démontré noir sur blanc que la prison centrale de Makala n'est pas sécurisée. Alors que la prison, c'est la plus grande du pays, avec une capacité initiale de 1500 places, aujourd'hui à 12 000 presque. Ça démontre noir sur blanc que ce n'est pas sécurisé. Est-ce qu'à partir de la prison, ils ont un organe de gestion de sécurité de la vidéosurveillance? Parce que normalement, dans une prison, on peut avoir la sécurité vidéosurveillance pour suivre tous les mouvements. Parce que normalement, on pouvait tout retracer, voir qui est entré par où, il a commencé par quoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement,
faire voilà, le filtrage, chercher à identifier même ceux qui ont commis ces exactions au sein de la prison, l'identification faciale. Voilà. Est-ce qu'on a ces dispositifs à la prison centrale de Makala, la plus grande et la première du pays? Ça démontre noir sur blanc que la prison n'est pas sécurisée. Alors, nous parlons des tirs à l'intérieur et à l'extérieur. Qui est celui-là le premier à ouvrir le feu? Est-ce qu'il l'a fait de l'extérieur ou de l'intérieur? Ça démontre réellement qu'il y a un sérieux problème. Si déjà au sein de la prison, il y a l'insécurité, on est en prison, mais il y a l'insécurité. Mais a fortiori à l'extérieur, parce que ce sont des personnes normalement qui ne peuvent plus être dans la société, qui sont en prison. Mais c'est un peu du méli-mélo aussi par rapport à la logique de la gestion de l'appareil judiciaire dans notre pays où tout le monde se retrouve en prison. Il y a une semaine, j'ai reçu un coup de fil à partir de la prison de Makala. Quelqu'un qui m'appelle pour me dire qu'il a été arrêté le 18 août. Il s'appelle Fidèle pour me dire que voilà, on m'a arrêté le 18. Je me dirigeais vers Vélodrome à 5h du matin. Je vois la Jeep qui se présente pour me dire que non, c'est le vagabondage. Le vagabondage, à 5h du matin, moi je vais à l'entraînement. On le prend, on l'amène à Kalamou. Après Kalamou, il se retrouve à l'échangère dans les lots des gens qui étaient en procès de l'attaque avec les groupes de l'UDPS, c'est encore quoi? Force du progrès. Il s'est retrouvé là dans les lots, ni vu ni connu, et au moment où nous parlons, il est à Makala. Et ça fait un mois. Alors il me dit, comment je peux faire pour sortir de cette situation? Et il y a quand même le chef de la cellule qui a un téléphone et il appelle de temps en temps pour que l'on puisse l'aider à sortir de cette situation. Il ne sait même pas comprendre comment il se retrouve là, après parquet, directement à Makala. Il n'a jamais été jugé, il n'a jamais présenté ses moyens de défense. C'est quelque chose qu'on doit condamner, cette tragédie qui est arrivée. Interpellation aux autorités de prendre cette chose très au sérieux. Premièrement, il faut qu'ils nous prennent au sérieux, nous Congolais. On doit savoir exactement ce qui s'est passé. Et aussi, la communication du gouvernement, c'est arrivé après combien de jours? Est-ce que l'autorité publique a-t-il vraiment manifesté de la compassion avec les familles qui ont connu des pertes de leurs? Est-ce qu'il y a eu vraiment une enquête? Bon, c'est lundi que nous avons suivi. On ne sait même pas dire à ce jour qui est décédé, on ne sait pas identifier. On ne sait même pas identifier réellement les personnes qui sont décédées aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'accès il n'y a pas d'accès à la prison actuellement. Oui. Donc, les familles ne savent même pas aller vérifier si leur frère ou leur sœur est encore en vie. Ça s'est passé. Qui sont, à un moment donné, les gens même supputés. Alors, qui sont décédés, tel est décédé, tel pourrait être décédé. On ne sait pas exactement nous donner la situation exacte. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que la prison n'est pas sécurisée. Est-ce qu'aujourd'hui, les directeurs de la prison peuvent identifier tous les prisonniers? Est-ce qu'ils ont un fichier où on sait identifier même les raisons pour lesquelles les gens sont là? Parce que la première personne appelée à interpeller, c'est lui-même les directeurs de la prison pour faire les rapports, transmettre les rapports à la hiérarchie pour dire que dans mon fichier ici, j'ai autant de personnes qui sont là, qui n'ont jamais été jugées. C'est aussi le travail et la responsabilité du directeur de la prison. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il a un fichier pour identifier tout le monde? Mais voilà, on se trouve dans une totale cacophonie, à telle enseigne qu'on se dit, tous ceux qui ne retrouvent pas leurs membres des familles qui sont à la prison, qu'ils jugent par analogie, qu'ils concluent par induction, que voilà, ils sont disparus. Monsieur Kankondé, réellement aujourd'hui, cette question de la sécurité au niveau de la prison centrale de Makala semble être un réel problème. Parce que à ne pas arriver à identifier jusqu'à ce jour, dire au peuple congolais que M. X, M. Y, qui a été appréhendé, qui a été arrêté pour telle cause, parce que on ne sait pas. Est-ce que ceux qui étaient là? Il y a de ceux qui allaient sortir dans une semaine, il y a de ceux qui allaient sortir dans 2 jours. On ne sait pas dire exactement qui est décédé. Est-ce que c'est un flou voulu par le membre du gouvernement, par la République? Ou bien il y a des choses à cacher? Bon, il n'y a rien à cacher. Merci déjà pour la question.
le problème est vraiment complexe. Heureusement qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Vous m'avez entendu à l'entame faire les dénonciations par rapport aux juges. Il y a aussi le problème de magistrats et le problème de procureurs. Nous devons d'abord commencer pourquoi il y a beaucoup plus de détenus dans une prison. Pourquoi on ne doit pas avoir les maisons d'arrêt ou les gens qui ne sont pas encore condamnés, parce que la prison, c'est pour les gens qui sont condamnés. Tout à fait. Ce n'est pas M. Mouchangaloucha qui va me contredire. Mais quand nous avons les maisons d'arrêt, c'est pour les gens qui attendent encore leur jugement ou bien leur condamnation. Et si chez nous, nous interpellons d'abord, permettez-moi, c'est une occasion ici d'interpeller le chef de l'État et le ministre de ce secteur-là, que nous devons d'abord avoir les maisons d'arrêt. Après avoir eu des maisons d'arrêt, et les gens qui sont condamnés doivent aller dans des prisons. Ça, c'est un fait. Mais on se pose la question, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui a poussé à ces gens de pouvoir s'évader? D'abord, rappelons qu'il y a des juges. Je vais encore dénoncer ici un magistrat. C'est vrai que je suis un défenseur de magistrats. Je suis un défenseur dans les syndicats de magistrature, que tout le temps je passe pour demander à ce que le magistrat doit être pris en charge. Leur situation socio-professionnelle doit être mise en charge. Ils doivent accéder dans de bons hôpitaux, ils doivent accéder, être bien logés, ils doivent avoir les moyens de transport quand même décents pour ne pas qu'un magistrat qui a condamné quelqu'un qui est en prison et que demain vous le voyez en train d'attendre la moto ou bien le taxi, mais peut-être que la personne était un criminel, vous voyez comment ça peut arriver. Mais ici, il y a un problème. Le problème ici, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi, ce que je disais, je venais de voir un magistrat qui a condamné un paisible citoyen. C'est vrai, je ne peux pas dire un paisible, quelqu'un qui a volé une batterie de voitures, qui se retrouve en prison avec une condamnation de 7 ans. Soyons sérieux. Nous sommes au Congo, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je dis, heureusement qu'il y a une volonté manifeste du président de la République et de toute l'équipe souminoise qui permet que ces choses-là puissent changer. Un magistrat qui envoie quelqu'un une batterie qui peut acheter à $50, même $30, mais quelqu'un va faire 2 ans de prison déjà. Heureusement qu'il y a eu M. Vondé qui a dû faire les inspections dans des parquets pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens sont arrêtés. Je félicite M. Vondé. Jusque-là, comme il ne nous a pas encore reçus, nous voudrions encore le voir parce que dans ce secteur-là, il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Maintenant, on se pose la question pourquoi les gens sont allés chercher à s'évader. Ou bien il y a eu des assaillants. Mais rappelez-vous que la RDC, c'est un grand pays en Afrique. Imaginez qu'au Brésil, l'année 2017, il y a eu plusieurs tentatives d'évasion. En 2018, il y a eu plusieurs tentatives d'évasion. Il y a eu dans la prison de Manaus, où il y a eu plus de 180 évadés. Il y a eu à l'est du Brésil, il y a eu au nord-est du Brésil, Paraíba. Il y a eu plusieurs tentatives d'évasion où beaucoup de gens sont morts. Et ici, on se pose la question. Qui sont venus? Je vais revenir par rapport à ce que la responsabilité du gouvernement. Parce que je suis union sacrée, j'ai la responsabilité de répondre à cette question-là. Mais pourquoi les gens sont venus en ce moment ici où M. Moutamba est en train de désengorger les prisons, où il est en train de visiter les prisons pour qu'on puisse avoir de bonnes conditions de détention carcérale. Vous l'avez vu à Makala, où il est allé désengorger cette prison-là, le centre de pénitentiaire de Makala, où il a sorti plus de 560 détenus, qui avaient déjà, la majorité avait déjà épuré leur peine, et il a mené quelques métiers là. Ce sont des mesures humanitaires, parce qu'il est en train de faire ce travail-là. Il faut être courageux, suivre l'impulsion du chef de l'État et sa vision. Maintenant, on se pose la question, n'est-ce pas que ici, il peut y avoir la guerre de gangs? N'est-ce pas qu'il peut y avoir la guerre des trafiquants de drogue? Comme on a vu au Brésil, ils sont allés forcer le portail central avec des gros moyens pour sortir les leurs. Ce qui s'est passé dans la prison de Makala, nous pouvons nous dire que ce n'est pas bien ce qui s'est passé. Nous déplorons ce qui est arrivé, les morts, paix à leurs âmes, mais les enquêtes doivent continuer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire, bon voilà, il y a eu 129 morts, comme le gouvernement de la République l'a déclaré,
Mais il y en a encore des blessés. Il y en a encore d'autres, mais nous devons savoir comment c'est arrivé. Les attaques, est-ce que c'était à l'intérieur? Est-ce que c'était des gens qui sont venus de l'extérieur? Mais je dois vous dire ici, chaque tentative d'évasion, le militaire ou bien le policier à la garde doit user de son arme. Imaginez. Mais justement, puisque dans les faits, il n'y a pas des personnes qui ont été tuées en dehors de la prison. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de personnes en dehors de la prison. Non, mais écoutez, là, c'est une façon... On est en train d'analyser. Effectivement. On est en train d'analyser les faits. Dans le déroulement de ce que nous voyons, ce qui a été présenté à la place publique, c'est juste un mur avec un trou. Mais on se dit, si les incidents ont commencé dans ces pavillons, qui ont brûlé au niveau de la restauration, qui ont brûlé de ce côté-là? Mais c'est une bonne question. Ça a été incendié avant. Et à regarder les images qui circulent dans les réseaux sociaux, l'on voit des personnes qui, après des tirs, sont en panique et qui cherchent à sortir. Et visiblement, on peut comprendre, du moins lorsqu'on parle des personnes qui sont mortes par asphyxie, avec ces images, on sait comprendre. Mais déjà, ces personnes-là qui cherchent à sortir ne fût-ce que de là où ils étaient pour ne pas être asphyxiés. Mais permettez, Ceux qui tentaient de s'évader étaient où? Ils étaient au nombre de combien? Combien ont été neutralisés? Si pas neutralisés par balle, mais ils ont certainement appréhendé d'autres. mais très intelligent. Je suis content que vous soyez journaliste de mon pays par rapport aux investigations, les questions que vous posez. Ce sont des questions pertinentes. Est-ce qu'à travers nos analyses actuelles, nous pouvons permettre aux enquêtes d'avancer? Déjà, vous parlez qu'il y a eu suffocation. Il y a les gens qui sont morts par suffocation. Il y en a d'autres, peut-être on va y arriver, qui ont été violés en prison. Il y en a d'autres qui, d'après les informations, parce que quand vous me dites qu'il y a un gros mur, nous ne savons pas que c'est le vrai mur de la prison ou pas, là on ne peut pas, on peut directement mettre ça de côté. Mais en tant que journaliste d'investigation que vous êtes, j'aurais bien voulu que vous nous dites, voilà, nos investigations, nous sommes allés, Télé 50 a mis les moyens, on a appelé les sociétés civiles, M. Mouchangaloucha nous a amené quelques éléments, nous sommes descendus sur place, voilà ce que nous amenons comme enquête. J'aurais bien voulu. C'est pour aider la population, pour aider le gouvernement, pour aider les décideurs. S'il y a faille, nous avons l'obligation de répondre à ça. Et là où je vais répondre, c'est que ce qui s'est passé, je vais d'abord dire à tous ceux qui sont dans des maisons carcérales, dire que si, regardez d'abord, quand on vient avec des prisonniers qui ont été condamnés, on les amène en prison, vous voyez toujours, ils sont mis dans des camions sécurisés, hautement sécurisés. C'est pour que ils peuvent avoir des complices en dehors qui peuvent venir pour une raison ou une autre pour essayer de faire échapper les leurs. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu vengeance en prison? Ça, ce sont les enquêtes qui vont les déterminer. Et le message que je viens lancer, c'est que si vous faites une tentative d'évasion, même si vous restez 2 jours pour sortir de prison, le policier, l'armée a la possibilité, le droit d'user de son arme. Quoi que ça lui coûte, d'abord c'est opérer les risques de sa vie. Ça s'est passé la nuit. Sa sécurité d'abord est en premier lieu. Et nous devons savoir comment c'est arrivé. Pourquoi le policier, il doit être interpellé, il doit être interrogé. Et ceux qui sont en prison doivent être aussi interrogés. Savoir le rescapé, qu'est-ce qui s'est passé, c'était à quelle heure, qui était là, quelles sont les informations que vous avez vues. Lancez même un appel à témoins par rapport à ceux qui circulent en dehors de la prison. Est-ce qu'ils ont vu un mouvement suspect? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Il peut y avoir même de portraits robots s'il y a eu des potentiels suspects en dehors de ça. Ça, c'est un problème qui nous concerne tous. D'abord, c'est notre sécurité. Ça s'est passé la nuit. Je déplore simplement les morts qu'il y a eu. Est-ce que c'était évitable? Pourquoi ils sont venus? Est-ce qu'il y a eu encore de fouillards? Est-ce que les assaillants étaient armés? Parmi les morts, est-ce qu'il y a des assaillants? Je me pose également une question. La police scientifique qui peut faire aussi des analyses aussi rapidement avec
les enquêtes, par exemple, Mais c'est ça que j'ai dit. de tentatives d'empoisonnement, où des résultats sont sortis à 24 heures. Mais il y a plus de 2 semaines, nous n'avons pas de police scientifique, M. Mouchagaloucha, pour nous donner justement avec autant de morts, autant de membres pour identifier, pour reconstituer les faits, M. Mouchagaloucha. Madame Boutel, on lui donne le temps de terminer le travail. Si en dehors, ils peuvent nous dire, peut-être pendant une semaine, même ceux qui ont usé de leurs armes, ils doivent savoir par quelle position il s'est trouvé quand il a dit sur quelqu'un, et c'était quelle arme, c'était quelle balle, est-ce que la personne est morte asphyxiée, il est mort, il a souffert de sa mort. Tout ça, ce n'est pas une enquête qui doit prendre 2-3 jours. Mais le ministère de l'Intérieur a déjà communiqué sur les décès par balle et les décès par asphyxie et des cas de viol. Et des cas de viol, d'ailleurs, il y a des enquêtes, je crois, les résultats, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont jugées, justement pour les cas de viol. Ça veut dire que les enquêtes sont en train d'être avancées pour arriver à juger les gens. Tout à fait, madame. Je pense, je félicite mon frère Jean-Baptiste, docteur Jean-Baptiste. Il a la capacité de semer les doutes là où il n'y a pas de doutes, où là les doutes ne devraient pas être. Ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala reflète la manière dont on est en train de banaliser la vie humaine dans ce pays. Et ça vient confirmer tout ce qui a déjà eu comme massacre, Kilwa et ailleurs, je ne veux pas revenir sur ça. Comment se fait-il? La mission principale de ceux qui nous dirigent ou de tout gouvernant, ou de tout gouvernement, c'est d'assurer d'abord en premier lieu la sécurité des personnes et de leurs biens. Les restes viennent après. Mais la première mission, je crois que Olivier va me le confirmer, mais à côté de cette mission de sécurité, celle des détenus devient encore une obligation parce qu'elle est sous-jacente de cette sécurité publique. Ils sont sous la responsabilité. Ils sont sous la responsabilité, c'est-à-dire des gens qui sont en milieu carcéraux, qui doivent être protégés pour éviter des choses. Je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Pour éviter effectivement qu'il n'y ait pas de tentatives d'évasion, mais pour garantir la sécurité publique en l'externe, parce qu'on suppose qu'il y a ceux qui sont là qui ne sont pas conformes. Qui perturbent de cette sécurité publique. Voilà. Alors, donc ça c'est un élément. Deuxième élément, je parle d'abord que ce qui s'est passé reflète la manière dont on est en train de banaliser la vie même dans notre pays. Deuxième élément de ce qu'on peut lire de ce qui s'est passé à Makala, ça prouve à suffisance quel est le mode de fonctionnement que nous avons dans nos institutions. Puisqu'on ne peut pas comprendre que les personnes qui sont commises à la garde des détenus, ils doivent être formés. Et donc, ça prouve à suffisance qu'on affecte les gens à la prison centrale sans que ces personnes puissent être recyclées, sans que ces personnes ne puissent pas savoir ce qu'ils doivent faire. Parce que ceux qui sont commises, les personnes commises à la garde des détenus, ne doivent pas être armés dans la première ceinture. Je peux revoir mes notes, mais je n'ai pas le temps de revenir sur ça parce qu'on n'est pas en train d'enseigner comme mon frère Olivier. Les gens qui sont commis à la garde des détenus, ils ont des bâtons. À la limite, ils doivent avoir des grenades ou de la gaz lacrymogène. Des trucs électriques. Chocs électriques. Donc, j'informe mon frère Jean-Baptiste, je sais qu'il en sait très bien parce qu'il a eu l'occasion de visiter beaucoup de pays en dehors de la RDC. Les gens qui sont armés ne doivent être qu'en dernier cercle. En dernier siècle, donc loin, là où on peut trouver que les gens peuvent fuir à ce moment, ils peuvent utiliser les armes. Et les armes, comment on doit les utiliser, docteur Jean-Baptiste? C'est pas tirer à bout portant sur quelqu'un. La personne est formée, il faut neutraliser les prisonniers en tirant les balles dans les jambes. Pas tirer à bout portant. Et donc, j'aimerais apporter ces corrections pour vous montrer qu'effectivement, les gens qui sont commis à la prison pour la protection des détenus, il y a un problème de sous-information et ça, c'est la responsabilité de l'État congolais et il doit y assumer. Troisième élément, au niveau de la prison centrale et partout dans toutes les maisons de détention, il y a toujours les miradors. Qu'est-ce qu'on a fait pour les gens qui étaient des guetteurs d'éprouver cette situation et de faire appel à un renfort qui vient venir de l'extérieur? Et comme ces dispositifs n'ont pas été activés, ça prouve à suffisance qu'il y a eu la négligence de l'État. Et l'État est coupable à ces deux niveaux, maman. Donc, il y a un problème d'abord de négligence, il y a un problème de la sous-formation et l'État doit assumer. C'est là pour qu'on arrive à ce qu'on est arrivé. Quatrième élément, il est dommage, il est regrettable que le gouvernement, ceux qui nous dirigent, nous donnent 3 chiffres incohérents. Le vice-ministre à la justice, il nous parle d'un chiffre imaginaire comme si la vie humaine ne représente rien pour lui. Il parle de 2 morts. Est-ce que quelqu'un vraiment, un homme, je m'excuse d'utiliser un terme le plus fort, je suis un acteur de la société civile, je ne vais pas l'utiliser, mais il parle de 2 morts alors qu'il y a eu centaines de morts. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani,
il va venir nous parler de 129 morts. Après ça, on va au Conseil des ministres, Patrick me parle de 131 morts. Donc, vous voyez les tâtonnements. Qu'est-ce qu'on peut prendre de sérieux dans ça? Et nous, ça nous fait mal qu'on est en train de se faire des histoires sur la mort des gens. Donc, on donne 3 chiffres différents par le même gouvernement. S'il vous plaît, madame. Donc, ce qui fait que, puisque je ne veux pas parler des enquêtes, on a déjà parlé, ça, nous avons formé des recommandations. Donc, la légèreté. Et après ça, madame, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas senti la compassion, la préoccupation majeure de ceux qui nous dirigent pour décréter un deuil national. Quand même, on a plus de 130 morts. Ailleurs, on devrait mettre les drapeaux en berne. Vraiment. Donc, ceux qui nous dirigent ne considèrent pas la vie. Finalement, ils vont diriger qui? Ils sont au service de qui? Pour décréter même un deuil national, pour mettre les drapeaux en berne, ça coûte quoi au gouvernement? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Je pose la question à Madame la Première ministre et tous ceux qui nous dirigent. Autre élément, en termes de mesures, on devrait prendre les mesures à court terme, donc des mesures immédiates, à long terme et à moyen terme. Mon frère Jean-Baptiste a parlé de moyen terme, heureusement qu'il y a Olivier, comme quelqu'un qui réfléchit il a parlé des propositions qu'il faut faire à long terme. Mais à court terme, les gouvernements devraient prendre des dispositions et il faudrait qu'il y ait des sanctions. Quelle est la sanction qui a déjà été prise? Même pour révoquer le vice-ministre à la justice, ça coûte quoi? Mais est-ce que le vice-ministre de la justice n'a pas été seulement au mauvais endroit, au mauvais moment? Non, parce que le président de la République n'était pas là, la première ministre n'était pas à Kinshasa, le président du Sénat n'était pas à Kinshasa non plus, le ministre d'État à la justice non plus n'était pas à Kinshasa. Donc, c'est la première personne qui est descendue sur terrain. J'en profite pour donner à ceux qui nous dirigent des conseils parce que moi, j'ai toujours dit la vérité, je vais les aider. Ailleurs, quand il y a décès 3, 4, 5, 6 morts, même si le Premier ministre est en mission, il annule la mission, il rentre au pays. A fortiori, on apprend, Madame la Première ministre était ici au Congo central. Qu'est-ce qui était urgent de rester là au lieu de revenir ici pour venir compatir et donner un message? Surtout encore, c'est ma maman. Puisque je respecte beaucoup les mamans, en plus elle assume une grande fonction, je ne vais pas être très dur avec elle. Mais elle a raté une occasion de se faire confirmer comme une maman qui porte la vie et qui a porté la vie pendant autant de mois. Ici au Congo central, vous continuez à faire quoi alors que vos compatriotes, vos concitoyens sont en train d'être décimés à Kinshasa? Les chefs de l'État, je sais effectivement que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a beaucoup de responsabilités. Il était à l'extérieur du pays. Mais quand même plus de 100 compatriotes qui décèdent et vous continuez à faire d'autres visites. Je pense effectivement, je ne connais pas son agenda, peut-être c'était urgent, mais ailleurs, comparativement, nous ne sommes pas ailleurs, il devrait écourter sa mission et venir ici. Voilà des actes qu'on devrait voir et qu'on devrait comprendre. Et donc, autant d'éléments là, nous ne les avons pas vus. Ce qui me pousse à croire, comme acteur de la société civile et défenseur des droits humains, il ne faut pas négliger cette affaire. J'ai toujours dit qu'on peut voler l'argent qu'on vole. Il y a ceux qui détournent des milliers. Mais la question des droits de l'homme, elle est très dangereuse si on ne la respecte pas et on ne tient pas compte de ça. Vous avez vu ce qui avait fait descendre Mobutu plus. C'était le massacre de Lubumbashi, alors qu'il y avait un seul mort, c'est ce qu'on disait. Mais ici, on parle de plus de 100 morts. Et malheureusement, les massacres, je les qualifie comme massacres ou les tueries ou les carnages de Makala a des grandes, s'il faut parler, violations des droits humains. Donc il y a les massacres et il y a les viols. Or les viols pour le moment sont classés parmi des crimes imprescriptibles. Et donc, comme il y a déjà ces deux éléments, les viols et les tueries, donc il ne faut pas qu'on néglige, il faut qu'on puisse mettre sur pied une enquête indépendante parce que le gouvernement est déjà mis en cause pour légèreté, pour non-formation du personnel. Il ne peut pas être juge et parti. Il faut une enquête internationale où on va associer également les acteurs de la société civile. Mais on a pris des mesures, on a annoncé notamment, la demande d'arrestation du numéro 1 de la prison centrale de Makala. Madame, c'est un faux fouillassé apparent. Je peux vous faire des révélations, puisque nous sommes en train de documenter. Le directeur de la prison de Makala, d'ailleurs, c'est un type qu'il faut saluer. Il avait alerté dans une note qui date du 20 juin les gouvernements pour dire voici la situation qui est ici à la prison centrale de Makala. Il y a des gens un surnombre, il y a des gens qui sont détenus sans documents ici, il y a des gens qui ont déjà purgé leur peine, il y a des gens qu'on envoie sans... Donc il avait déjà décrit, donc c'est un homme qui a pu alerter. Et c'est là d'ailleurs, merci de me rappeler, c'est là où la négligence coupable du gouvernement doit être prouvée et doit être assumée, doit être épinglée comme telle. On avertit un gouvernement pendant une année.
sur une situation en prison de Makala et on ne prend aucune disposition pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça, madame? Monsieur Konga. Autre chose, oui. le directeur de la prison centrale de Makala était malade, il avait déjà bénéficié d'une attestation médicale pour partir se faire soigner. Et donc, on cherche un faux fuyard pour pouvoir le coller sur des victimes expiatoires qui ne sont pas concernées dans les dossiers. Raison pour laquelle nous, au niveau des organisations de droits de l'homme, nous exigeons qu'il y ait une enquête, nous exigeons qu'il y ait des sanctions immédiates et qu'il y ait un plan de désengorgement et des sanctions qui vont venir après, même s'il faudra sanctionner des magistrats qui envoient des gens en prison, qui sont amis à Jean-Baptiste et qui le défendent, il faudra le faire. Mais à côté de cela, il faut avoir un plan à long terme. Comment est-ce qu'on peut finalement avoir des maisons de détention au lieu qu'on envoie déjà chaque jour en prison? Vous imaginez, madame, avant de passer la parole à Konga, à une seconde, oui. Dans ce qu'il y a eu comme mort, il y a eu au moins 4 catégories ou 5. Il y a eu des détenus, des gens condamnés. Il y a eu des prévenus, donc qu'on a mappé. Il y a eu des gens inculpés, comme on vient de le dire ici. Quelqu'un qu'on prend sur la route, on l'amène à Makala. Et malheureusement, il y a des gens qui avaient déjà purgé leur peine, mais qui n'ont pas été relâchés parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour faire évacuer leur dossier et qui sont décédés. Vous voyez à quel niveau la responsabilité de l'État congolais est engagée. Monsieur Konga, justement, puisqu'on parle de la responsabilité du gouvernement, on reste dans les circonstances des faits. Puisqu'il n'y a pas eu de renforts qui sont venus de l'extérieur. Ça veut dire que c'est une situation qui s'est déroulée en interne, au sein même de la prison de Makala. Les personnes environnantes l'ont relaté, si bien relaté, que les tirs ont commencé de telle heure à telle heure. Et ça s'est passé au sein de la prison centrale de Makala. Il n'y a pas eu de renfort pour venir parce qu'il y a eu tentative. Ça veut dire, quand il disait que la situation était sous contrôle, ça veut dire que c'est une situation qui s'est passée en interne et qui a été maîtrisée. Mais pendant que l'on tirait pendant tout ce temps, qui violait? Plus de 100 femmes. C'est énorme. Qui violait? Est-ce les détenus? Est-ce les policiers? Pendant que l'on vous tire en train de fuir les tirs, d'autres prennent quand même le temps d'aller violer. On ne sait pas reconstituer le fait. Le flou reste et demeure dans cette situation. En tout cas, merci beaucoup, Madame Boutela. La question de la prison centrale de Makala est une question qui vient démontrer à suffisance que les Congolais, ainsi que les dirigeants, nous ne sommes pas conscients de ce que nous voulons. La question de Makala, c'est tout un système. Il y a déjà un système. Si vous lisez, puisque s'il s'agit de la tentative d'évasion, qui est déjà une infraction en soi, une tentative, c'est déjà en soi une infraction, article 161 du Code pénal congolais livre 2. Et donc, je me pose la question de savoir quelle politique que le président Tshisekedi, puisque nous sommes dans l'Union sacrée, que le gouvernement congolais a mis en place pour résoudre des situations pareilles, puisqu'on dit que gouverner, c'est prévoir. La tentative d'évasion n'a pas commencé avec Tshisekedi. Avant Tshisekedi, il y a eu des tentatives d'évasion. Ce n'est pas seulement au Congo. Même dans des États où il y a la sécurité, on parle toujours des tentatives d'évasion. C'est un mot français, donc c'est un mot... Donc ça veut dire que ça ne commence pas avec le président Tshisekedi, ça ne commence pas au Congo. C'est une situation qui est déjà là. Mais puisque c'est une situation qui existe, est-ce que nous allons la regarder comme ça? Non. Il faut prendre des mesures puisque nous savons que c'est une situation qui existe. C'est comme ça qu'avec tout ce qui s'est passé en prison, nous n'allons pas encourager ce qu'a fait peut-être la police. Oui, il faut défendre. Mais moi, je me dis, lorsque vous lisez l'article 61 de la Constitution, l'article 61 de la Constitution, le point 5 dit « En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou d'urgence aurait été proclamé conformément à la Constitution, on ne peut déroger aux droits et principes fondamentaux ci-après. Le premier droit, c'est le droit à la vie. » Et je me dis, même en cas d'évasion, on ne peut pas donner la mort aux prisonniers. Non, puisqu'il s'agirait d'un cas. Et la Constitution dit en aucun cas. Et si vous lisez l'article 16 de la Constitution, qui pose le principe de la sacralité de la personne humaine, en disant que la personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Lorsqu'on parle de la personne humaine sacrée, on voit aussi même des prisonniers, des personnes en liberté et des personnes en détention.
des personnes en détention et des personnes condamnées. Tous ces gens-là sont protégés. La Constitution oblige à l'État congolais de les protéger tous. Alors, est-ce que l'État congolais, le gouvernement congolais, par l'entremise de ses services, a protégé ceux-là qui étaient en prison? Ils sont morts comment? Est-ce qu'il y a eu vraiment protection? Si vous lisez même l'article 18 de la Constitution, l'article 18 est clair en disant que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. C'est un principe de la D'où cette Constitution. question, pourquoi vous êtes justement levé lorsque Stanis Boujaker a évoqué la question de la prison centrale de Makala où les personnes vivaient dans des conditions inhumaines. On a vu les descentes des membres du gouvernement pour dire non, la prison a déjà été désengorgée. On a vu des descentes sur terrain pour tenter de dire, de contester ce qu'a dénoncé Stanis Boujaker. Aujourd'hui, vous lui donnez raison. Non. Aujourd'hui, on regarde En les tout images cas, que nous avons vues, en- des corps entassés dans des endroits exécrables. Ça veut dire que vous lui donnez raison. C'est ça. Les images lui donnent raison C'est ça aujourd'hui. l'erreur, c'est ça l'erreur avec l'erreur du gouvernement congolais, c'est une erreur. On ne peut pas régler la situation carcérale à Makala et dans notre pays par des désengorgements. Non. Vous imaginez, j'ai suivi le ministre de la Justice qui dit que j'ai libéré 500 personnes. Après une semaine, on envoie le double de ce que j'ai libéré. Mais Le vous voulez- vice-ministre de la Justice qui a d'ailleurs condamné les magistrats. mais comment vous allez condamner question. Comment vous allez condamner les magistrats? Moi, je vais dire au gouvernement, il faut lire l'article 62 de la Constitution. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que même les particuliers, la population, mais aussi les gouvernants, nul n'est censé ignorer la loi, article 62 de la Constitution. Alors que l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire pose dans son article 5 là où on peut construire des prisons et des maisons d'arrêt. Cet article 5 dit que des prisons doivent être construites dans des districts et même dans des localités. Et près de chaque prison, il faut rattacher des maisons d'arrêt. Il existe une loi qui réglemente la situation. Mais est-ce que le gouvernement actuel a pris en considération cette loi? Comme disait mon ami, je vais interroger l'article 9 de la même ordonnance qui parle des prisons et des personnes qu'on peut retrouver dans une prison. L'article 9 dit que dans une prison, on ne peut retrouver que des condamnés. Des personnes qui sont condamnées définitivement. Cette loi va plus loin en disant, oui, ceux-là qui sont condamnés définitivement, dont le jugement est coulé en force des choses jugées. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être condamnées, mais dont le jugement n'est pas coulé en force des choses jugées. Il y a une différence. Disons, Mais là, en prison, on doit retrouver ceux-là dont le jugement est coulé en force des choses jugées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voie de recours. Ce sont ces gens-là qu'on doit retrouver dans des prisons. Ou des condamnés à mort. Un condamné à mort peut se retrouver dans une prison. Mais déjà- Ou soit encore ceux-là qui ont été sanctionnés par ce qu'on appelle la contrainte par corps peuvent se retrouver en prison. Mais l'article 10 de la même ordonnance du 1965 dit que dans des maisons d'arrêt, on doit retrouver des personnes qui sont détenues préventivement et ainsi de suite. Donc vous allez comprendre que la question de la situation de Makala est une question de toute une politique nationale. Il faut mettre en place toute une politique. Il ne faut pas qu'il y ait des actions isolées. Vous sortez 500 personnes. Non. Les magistrats continueront toujours à arrêter parce que l'article 27 du Code de procédure pénale leur donne cette possibilité-là. Si vous lisez l'article 7 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, vous allez voir que parmi les missions d'un magistrat, c'est la recherche des infractions et trouver ceux-là qui ont commis ces infractions et les déférer devant le juge. mais justement, parlons-en, parce que M. Samba a évoqué tantôt la question des caméras, qui peut être La aussi vidéosurveillance. simpliste. La vidéosurveillance, Oui. qui peut être aussi simpliste à l'heure actuelle. Quand vous allez dans la majorité de pays, à peine vous entrez, on vous dit souriez parce que vous êtes filmé. Ça veut dire que c'est entré dans la culture des gens. Aujourd'hui, le système informatique, on n'arrive pas à déceler qui est mort, parce que tout simplement, il n'y a pas, nous n'avons pas un système informatisé. Nous n'avons jusqu'à ce jour pas un système informatisé où l'on peut dire que Monsieur X a été appréhendé, il est à la prison de Makala, ça c'est une deuxième arrestation, ça c'est une troisième, ça c'est une cinquième.
on ne sait pas le dire parce qu'il n'y a pas de fichier aujourd'hui. Vous allez pas nous dire qu'au nombre des gens qu'il y a au niveau de la prison, c'est tellement nombreux que... où sont les documents qui vont justifier que M. X s'appelle tel, il habite dans telle commune, il a été arrêté, il a été emprisonné pour tel cas, tel autre cas. Justement, qui va le faire maintenant? Cette question n'est pas seulement un problème à Makala, c'est un problème de l'administration congolaise. Donc ça veut dire que c'est une question de toute... Même, je vous dis quelque chose. Posons la question au ministre de la Justice, parce que les prisons relèvent de sa compétence. Et donc, alors, interrogeons le ministre de la Justice pour nous dire il y a combien exactement, parce qu'on t'attend toujours. Tantôt on vous dira 12 000 en prison, tantôt on vous dira 15 000. Mais non, pour gouverner, il faut quand même connaître le nombre. C'est en fonction de ça que vous allez prendre des mesures. Je vous dis, posons la question à ceux qui nous dirigent. Puisque nous sommes de l'Union sacrée, mais quand même ceux qui ont des responsabilités, comme le ministre de la Justice. Alors posez la question au ministre de la Justice. Il y a combien de prisonniers? Il y a combien de femmes? Il y a combien de gens qui sont condamnés définitivement? Il y a combien de personnes qui sont détenues provisoirement? Tout ça, vous allez constater que vous n'aurez pas de réponse. Puisqu'il ne s'agit pas seulement de la prison, mais il s'agit d'une question de la politique de l'administration congolaise. Il n'y a pas, vous irez partout où vous voulez. Nous n'avons pas un système informatique. Il n'y en a pas. Et donc, c'est comme ça que vous allez voir l'ancien ministre de la Justice, l'ancien vice-ministre de la Justice, qui aurait détourné 5 millions. On parlait de la construction d'une prison moderne. Ça veut dire moderne qui répond aux standards actuels. Donc, vous allez constater qu'il y aura des caméras et tout ça. Mais qui a détourné ça? Ce sont les politiques. C'est un vice-ministre qui aurait détourné. Maintenant, vous voulez jeter leurs propres magistrats qui ne font que leur travail en vertu des lois de la République. Les magistrats, en vertu de l'article 27, sont appelés à, lorsque la loi donne des conditions, si l'infraction est punissable de plus de 6 mois, premièrement. Deuxièmement, s'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur celui qui est devant vous, le magistrat, puisque c'est lui qui instruit, serait dans l'obligation de détenir préventivement la personne. Mais quand le magistrat détient préventivement une personne, ce n'est pas au magistrat d'aller encore voir les conditions dans lesquelles ces gens qui sont détenus sont en train de vivre. Non. Donc là, il s'agit de la question du gouvernement. Si nous ne faisons pas attention avec cette question, où on va essayer de charger les magistrats, il y aura vraiment crise sociale. Parce qu'il ne faut pas seulement voir ceux qui sont détenus provisoirement, mais il faut aussi voir ceux qui sont victimes. Celles qui sont victimes. Il y a des magistrats. Comment est-ce que les victimes peuvent... Il y a des magistrats heureux. Il y a des magistrats heureux qui envoient, parce qu'on a volé sa petite batterie de voiture, qui envoie 7 mais non, monsieur Kankondé, est-ce que c'est les magistrats qui envoient des gens? Monsieur Kankondé, c'est qui? Monsieur Kankondé, on va vous permettre de chuter. On va vous permettre de chuter. Monsieur Kankondé, est-ce que ce n'est pas aller du coq à l'âne en évoquant la question de la prison centrale de Makala. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Non, je vous donne le la question a été soulevée par le vice-ministre lorsqu'il est descendu sur terrain pour faire le constat, le bilan de ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. C'est là qu'il a évoqué la question des magistrats. Est-ce que ce n'était pas passer du coq à l'âne? Parce que là, il s'agissait carrément de donner le bilan de ce qu'il a trouvé sur place et non d'évoquer certains et autres problèmes. Mon cher co-débatteur est en train d'embrouiller en une minute, parce qu'on va lui rendre son temps de parole pour conclure et aller chez s'il vous plaît. Sambaï. Déjà, vous êtes en train de vous embrouiller, bien que votre intervention première était très excellente. On ne peut pas dire qu'il y a des magistrats qui n'ont rien fait. La majorité des gens qui se trouvent en prison aujourd'hui à Makala, ce sont des magistrats. Ouais. Entre nous. Moi, je défends les magistrats, je défends leurs conditions, mais quand il y a des magistrats véreux qui envoient quelqu'un en prison parce qu'on a volé une petite batterie, c'est juste un exemple. Excusez-moi. Et puis quand nous parlons, vous allez chuter. De temps. Non, on vous accorde une minute. Mais on m'a donné une minute, permettez que je termine, c'est une minute qu'on m'a donné. Monsieur, il y a des magistrats véreux, il y a des magistrats voleurs, il faut le dire. Et nous dénonçons pour que les choses changent. C'est pas parce que nous sommes des unions sacrées. Vous dénoncez pour qu'ils aillent encore à Makala, eux aussi. Non, écoutez, mais oui. Il y a beaucoup de magistrats. Mais moi, j'aurais bien voulu, parce qu'il y a, depuis l'avènement de Félix Antoine, il y a beaucoup de magistrats qui sont en prison. Ça, il faut saluer. Pourquoi? Parce que
Imaginez, j'étais en train de vous dire ici que M. Vondé est en train de faire des inspections dans tous les parquets. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit trouver des gens qui sont là depuis très longtemps, parce que vous êtes en train de les défendre, mais qui n'ont rien à voir là. Parce qu'un magistrat, parce qu'il s'est réveillé, il a vu peut-être un coq en train de le suivre avec une bouche d'un lion, et puis il prend la personne, il l'envoie directement dans la chose. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois que c'est tout un système, comme l'a dit Changaloucha, mon cher frère, qu'on est en train de remettre en cause pour que ça change. Un magistrat ne peut pas avoir la liberté de la vie ou de mort d'un citoyen. Alors encore, je veux chuter rapidement. Oui. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas seulement, soyons quand même honnêtes et sincères, il ne faut pas seulement condamner des magistrats. Parce qu'il y a des magistrats qui sont immaculés, il y a des magistrats de bonne moralité. On ne dit pas le contraire. Certes, c'est comme ça que je voulais juste préciser cela. Certes, nous savons que notre justice, comme l'a dit le chef de l'État, est malade, mais ce n'est pas toute la corporation et tout. Donc, c'est une question non seulement des magistrats. Cette question que vous venez d'évoquer, c'est un système de notre pays. Allez à l'Assemblée nationale, vous allez retrouver des corrompus, vous allez retrouver des personnes qui n'ont pas de bonne moralité. Allez au gouvernement, allez au gouvernement, vous allez retrouver que là aussi, il y a des corrompus, il y a des détourneurs. Ce ne sont pas seulement les magistrats qui font tout cela. Donc cela veut dire quoi? Pour finir, cela veut dire quoi? Je vais vous donner Il n'a pas encore fini. Non, un petit calcul, madame. Je voulais analyser quelque chose. Il ne faut pas seulement croire ou faire croire aux gens, ce ne sont que des magistrats qui arrêtent. La majorité des cas viennent des OPJ. Alors, vous imaginez qu'un OPJ qui a une personne qui commet l'infraction devant lui et que l'OPJ détient préventivement cette dernière, après 48 heures, vous voulez que l'OPJ fasse quoi? L'OPJ va renvoyer au parquet. Vous savez qu'il y a combien de quartiers ici à Kinshasa? Ça, c'est notre... Nous avons plus de 400 quartiers. Maintenant, prenons un petit calcul. 400 quartiers dans la ville province de Kinshasa. Prenons que par jour, dans chaque quartier, il y a des SIAD. On a arrêté une personne. Donc par jour, on peut avoir 400 personnes. Et dans une semaine, ça vous donne quoi? Cette question est une question de mettre en place toute une politique, parce que à l'époque où la prison centrale de Makala a été construite, ça a été construit pour 1500 personnes. Mais en ce moment-là, il y avait combien la population était estimée au nombre de combien ici à Kinshasa, où aujourd'hui on parle même de plus de 14 millions. Mais puisqu'on parle, il faut revoir cette politique. On parle de la même prison aujourd'hui. Enfin, on a également construit, on a revu quand même la construction à l'intérieur. Aujourd'hui, ici, on doit parler des pistes de solutions. C'est vrai qu'on le dit, vous avez parlé des maisons d'arrêt et autres. Il y a encore des cas, par exemple, des cas d'insécurité. On en a connu et on en parle d'ailleurs avec la jeunesse. Aujourd'hui, on a vu un autre enfant qui poignarde un autre enfant et l'enfant qui meurt. C'est des cas aujourd'hui qui survient. Ce n'est pas que les militaires, ça veut dire qu'entre citoyens également, ce sont des cas aujourd'hui qui reviennent. Ça revient encore sur la question des maisons de correction, des maisons pour mineurs. C'est toutes ces choses que l'on doit aujourd'hui ouvrir l'œil et se dire non, par rapport à l'évolution des choses, on a toujours tendance à rester un tout petit peu en arrière. On va parler aujourd'hui du sport où le stade n'est pas conforme. On va au niveau de la prison centrale. La prison n'est pas conforme. On va aller au niveau des piscines olympiques. Les piscines olympiques, c'est pas conforme. Finalement, qu'est-ce qui va être conforme? Les réformes tant attendues viendront quand finalement? Bon, madame, j'ai apprécié d'abord les frères des Légions Sacrées, parce qu'entre eux, ils ont appliqué le principe de la contradictoire. Et là, j'apprécie ce qui démontre noir sur blanc qu'on ne doit pas être aligné à une pensée unique simplement parce qu'on est des mêmes camps politiques. Ça, c'est très bien. Et ils ont peint un très bon tableau du point de vue juridique qui démontre noir sur blanc ce qu'il faut. C'est encore une démonstration, merci cher maître, qui démontre noir sur blanc que nous avons l'arsenal juridique. Mais tout ce que vous avez dit, c'est sur papier. Mais est-ce qu'on l'applique? Vous avez évoqué la loi qui définit exactement qu'on doit avoir les maisons d'arrêt. Comme le docteur vous l'avez dit, les maisons d'arrêt, ça existe dans des textes. Est-ce qu'on met en pratique? D'où je reviens sur la problématique majeure de ces pays. Vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans des débats, on revient toujours sur des problèmes d'ordre éthique.
C'est le problème congolais. Le mal africain, le mal congolais, c'est un problème d'ordre éthique. Alors, dans les cas de figure, nous avons des problèmes d'ordre éthique et structurel. Éthique dans quel sens? Quand on parle des magistrats, mais qu'est-ce qui fait que le magistrat rende un jugement unique? Quel est le problème? C'est ce que M. Mouchagalouche a dit, et le docteur aussi l'a dit, c'est que, voilà, la situation sociale, mais comme M. Mouchagalouche l'a dit, les magistrats ne peuvent pas justifier sa situation sociale comme cause du rendement d'un jugement unique. Exactement. Non, mais là, on dira que c'est un problème éthique. Non, parce que je ne suis pas bien pris en charge, parce que j'ai des responsabilités au sein de ma famille, je n'ai pas d'argent, je dois verser dans la corruption. Mais non, on ne peut pas tolérer des choses comme ça. Ça, c'est un problème d'ordre éthique. Il faut vraiment beaucoup plus moraliser les secteurs de la justice parce que le magistrat détient des vies des gens entre leurs mains. Ils peuvent aussi, je suis très mal à l'aise qu'on lève le moratoire contre la condamnation à mort, parce qu'avec cette attitude, il y a certaines personnes qui pourraient se retrouver condamnées à mort à cause des attitudes des magistrats. Ça, c'est un problème très sérieux. Il faut qu'on résolve les problèmes d'ordre éthique. Ça, c'est un problème. Alors, structurel, je prends deux cas. Premier cas, c'est le recensement. Parce que déjà, au pays, nous n'avons pas de données démographiques. Mais comment est-ce que... déjà, avec ONIP, en général, on a encore reporté ça, c'est notre dossier. La question d'identification ONIP, c'est notre de la dossier. population. ONIP, je ne ça a été lancé, pas, mais après, bon, je n'aimerais pas évoquer ces cas ici. ONIP, c'est déjà un autre dossier parce qu'ONIP était appelé à remettre seulement les cartes et non organiser le recensement national. Nous n'avons pas de données démographiques. Mais comment on peut gérer le pays si on n'a pas de données démographiques? Et la CENI nous a bluffé. Mais voilà, ça fait 40 ans que le pays n'est pas géré. 40 ans, 4 décennies. Parce qu'on gère qui? On gère quelle population? On gère quel nombre de femmes? Quel nombre d'enfants? Et c'est pourquoi le gouvernement même actuel a des difficultés pour gérer quand on parle de la gratuité, qu'on a des estimations qui de ne la sont maternité. pas Mais c'est pour combien de femmes? Dans quelle ville, dans quel secteur, quand on injecte 200 millions? C'est pour combien de femmes à Kinshasa, à Bandundu, au Kasaï, partout? On n'a pas de données démographiques. Et ça s'étend dans tous les secteurs. On rentre dans les secteurs judiciaires où nous avons la situation à Makala, nous n'avons pas de données. Voilà encore une histoire qui démontre noir-suivant qu'on a un sérieux problème d'ordre structurel. Un exemple, madame, nous sommes le 17 mai 2017. Il y a eu, je ne sais pas, une aventure, un théâtre. Ils sortent des séries à la manière de Prison Break. Les évadés de quoi? On arrête. Bon, déjà Congo. Personne, mais on s'est réveillé le 17 mai à 5 h du matin. Les gens sortent librement. On nous parle de 4600 personnes environ qui s'étaient évadées de la prison. Pourrions-nous à ce moment-là parler de l'évasion? Je ne sais pas, je ferme la parenthèse. Mais aujourd'hui, parce que nous en avons parlé, je viens d'en parler, si nous n'avons pas un système informatisé de la bonne gestion de la prison, les 4600 personnes, qui sont, combien sont, même au nombre de 5, qui étaient encore rattrapés après, pour dire que non, vous avez, vous vous êtes évadé de la prison, on vous arrête avec Monsieur un fichier XYZ pour faire maintenant les contrôles parce qu'il y a plus de 4000. On a juste à compter, on est très fort en comptabilité, on compte 4600. Ils sont partis, mais s'ils étaient à 10 000, on devait identifier les 5 000 qui sont restés pour dire voilà les 4 000 avec un fichier XYZ qui habite à tel quartier. On pourrait encore mettre la main sur eux. Rien de tel. Rien de tel. 4 600, ils étaient. D'ailleurs, il n'y avait pas coup de feu. En 2017, il n'y avait pas coup de feu. Ils sortaient tout bonnement, ils circulaient. Mais aujourd'hui, par rapport à cette situation, est-ce qu'on avait fait une approche beaucoup plus avec une analyse méthodique pour comprendre exactement ce qui s'était passé, pour prendre des mesures préventives afin d'éviter la récidive? Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien qui a été pris, on évolue par essai et erreur, conjecture et réfutation. On retombe encore sur cette situation dramatique, plus grave encore, où nous avons, maintenant, cette fois-ci, on compte maintenant le nombre de morts. Plus de 130 morts. C'est les communiqués officiels. On s'en tient aux données officielles. 130 personnes décédées. Mais c'est grave. C'est un sérieux problème. Quelles sont les mesures drastiques qui sont prises par le gouvernement pour condamner les dirigeants d'abord? Mais il faut condamner d'abord les décideurs. Mais à cela, les gestionnaires doivent être condamnés. Est-ce que la question finalement n'a pas été politisée? Parce que ça semble quitter de carnage, des incidents
à la guerre entre ministères et magistrats. Permettez que je À ce conflit qui semble prendre corps et vie carrément entre le ministère de la Justice et les magistrats. Très belle question. Non, je vais d'abord dire... Non, en principe, c'est lui. En principe. Ah, ok. On lui avait accordé juste une minute pour répondre. Mais vous avez bien parlé de l'éthique, mais parlez aussi de la déontologie parce que ça marche de pair. On ne peut pas avoir les gens qui n'ont pas la déontologie parce que nous parlons de magistrats. Tout à fait. Il y a des magistrats véreux, c'est pourquoi j'ai apprécié quand il y a eu la formation de nouveaux magistrats et les autres qui ont été envoyés un peu partout pour essayer un peu de faire la relève. Je ferme la parenthèse. Mais chez Bousangaloucha, dans ces pays, vous devez savoir que les chefs de l'État ne négligent pas la vie humaine. Parce que vous avez semblé dire ça, vous l'avez répété. Et vous vous êtes présenté 10 fois et demi comme étant représentant de société civile, je vous l'accorde. Mais vous devez savoir que le gouvernement de la République, avec le chef de l'État en sa tête, il est respectueux des droits de l'homme, il est respectueux de la vie humaine, des personnes et de leurs biens. Permettez, c'est une parenthèse que je fais. Oui, justement, c'est par rapport à cette parenthèse. D'où est venue cette remarque? C'est entre autres cette étude comparative que la population a eu à faire avec cette première victoire du premier match des éliminatoires de la CAN, qui n'est qu'un premier match des éliminatoires, où on a vu le président réagir à chaud. Il appelle en vidéo pour saluer les joueurs et les remercier, alors que il y a quelques semaines avant, une situation un peu plus pire, pour laquelle on aurait souhaité, la population aurait souhaité voir le président de la République réagir de loin à la tendance à venir. Madame Boutella, ça c'est un silence de mort. C'est un raccordement frauduleux. C'est cette étude comparative qui a permis justement à la population de s'enflammer également sur les réseaux sociaux. L'État doit appeler chaque rescapé, permettez, il doit appeler chaque rescapé au téléphone pour pouvoir parler avec lui. Mais voilà un chef de l'État qui est humain. Voilà quelqu'un qui communie avec sa population. Les léopards, ils représentent toute la République démocratique du Congo par rapport aux prisonniers. Qui représentent quoi? Les prisonniers qui représentent que leur condamnation en prison. Je parle ici pas de prisonniers qui sont morts. Il ne va pas appeler chaque prisonnier pour lui parler au téléphone, pour lui féliciter, lui souhaiter condoléances parce qu'il est mort. Ça, c'est un raccordement frauduleux, Madame Boutella. Ici, nous revenons par rapport au vice-premier ministre que vous avez cité, et qui a fait une déclaration. Écoutez, ça, c'est une façon simpliste d'impliquer des gens inutilement. Le vice-premier ministre, le vice-ministre de la Justice, il a fait une déclaration chaude, il est descendu sur place, il n'a comme reflété que c'est qu'il a vu sur place. Oui, et par après, il s'est tué parce que les enquêtes continuent. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit le pertiné, ma maître, excuse-moi, que ce soit M. Mouchangaloucha, personne ne s'est rendu au centre pénitentiaire de Kinshasa pour nous dire on a trouvé autant. Nous sommes devant de nombreux téléspectateurs. Quand vous parlez de 2 morts, et que dans quelques heures on retrouve 129 morts, les 127 étaient cachés où? Vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit il a fait la déclaration à chaud. Donc il n'a pas eu le temps de tout j'ai dit, il a fait la déclaration, je répète ce que j'ai dit, mais par après, il s'est tué, il a attendu que les enquêtes puissent être menées. Et par après, on nous a parlé de 120 morts, 129, ainsi de suite. Et moi, je me réfère ici à ce que le gouvernement de la République a pu dire. Ce sont eux qui ont des données fiables. Deuxièmement, le seul vice-ministre de la Justice, je ne le connais pas personnellement, mais essayez de penser que c'est un incompétent. Ce qu'il a dit, ça ne reflète peut-être la réalité. En ce moment-là, il avait raison. Et puis après, il y a eu des informations qui sont devenues peut-être contradictoires. C'est que moi, je ne suis pas en train de parler ici. Décréter une deuil nationale, c'est bien. Mais un deuil national peut être décrété même 3 mois, même 2 mois après les enquêtes. On ne va pas dire, bon voilà, on va décréter un deuil national quand il y a eu 120 morts, parce que nous ne savons pas encore le nombre. Il y en a encore qui sont malades. Il y en a encore. Permettez, je vous dis. Mais écoutez. Je n'ai rien dit. Quand vous voyez au Brésil, ou bien en Belgique, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand même les prisonniers, même les détenus, ils ont leurs droits. Le droit d'être bien traités, d'avoir à manger, de faire le sport. Ça, c'est le droit. Et ces droits-là, j'insiste. Parce que là où je reviens par rapport à M. Moutamba, c'est que quand il est arrivé, est-ce qu'il avait fait un état de lieu pour savoir combien nous avons comme détenus, combien de prisons nous avons? Je crois qu'il n'a pas pu faire ça.
Et les mesures que vous êtes en train de demander ici, c'est vraiment des mesures capitales. On doit voir, avant d'accéder, même voir le détenu, même leur conversation à un certain moment. Mais tout ça, il y a le moyen. Monsieur, le ministère de la Justice a le moyen suffisant. Je vais chuter par là. Comme ça qu'il disait par rapport à Némoin Dasseni, il y a eu plus de 4000 personnes qui sont sorties de la prison, des évadés. Mais est-ce que ça nous a appris quelque chose? Là, j'en interpelle le chef de l'État et j'accuse même le ministre de la Justice, j'accuse même Madame la Première ministre qui doit mettre tout en marche pour que ce genre de conditions, ce genre de scénario ne puisse plus se répéter. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée. Nous avons sollicité une audience à Madame la Première ministre qui ne veut pas nous recevoir jusque-là. C'est pour lui dire des choses en vérité. Elle a bénéficié de tout ce que nous on s'est battu. Elle a bénéficié de tout ce que nous, on a vu, les manifestations, ainsi de suite. Mais s'il ne veut pas nous recevoir, pour qu'on puisse lui donner un autre son de cloche, lui donner quand même des orientations. C'est pour la République, c'est pour l'Union sacrée. Et je trouve ça un peu aberrant. En un mot. Oui, en un mot. Bon, comme je prends la parole... On a vraiment épuisé les temps. Bon, je voulais fixer et rassurer mon frère, docteur Jean-Baptiste, que je sais que le président de la République est humain. Et lui-même l'a dit qu'il n'aimerait pas voir les gens être traités par humiliation. Donc, je crois en lui. Mais quand on regarde ce que son entourage est en train de faire, ceux qui sont impliqués dans les détentions... Là, nous condamnons. Là, donc, parce que vous pouvez imaginer que jusqu'à ce jour, comme on est en train de le dire, le mal est très profond. Il y a déjà qu'on a fait sortir de Walungu au sud Kivu, là, un certain Muzungu Mouché, un certain Raymond, on les amène ici, chef de groupement, je crois, on les amène ici, ils sont à Makala, et ils ont été sauvés, ils ont failli périr dans ces carnages-là, mais qu'on les a amenés ici pour rien, donc, le mal est très profond. Mais également, à côté de cela, quand je parle qu'il est humain, c'est parce que la question de la violation des droits humains continue de plus en plus. Regardez ce qui se passe dans les détentions extrajudiciaires, où vous avez l'abbé Jean Bosco la partie en mission qui a été arrêté à l'aéroport, le VPM qui a signé son ordre d'émission en fonction, on ne l'inquiète pas. Ça, on ne peut pas dénoncer. Vous trouvez son parsec au Kobukasa, qui est seulement un porte-mallette, on l'arrête à l'aéroport, il est à la Demia pendant autant de jours, il n'y a rien qu'on fait pour lui. Vous trouvez quelqu'un comme Kenda Odu James, qu'on a enlevé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on l'accuse. Jonas Kasimba, appelé Jokas. Donc des gens qui sont... c'est Kikuni aujourd'hui. On ne sait pas. Donc... Non, pour lui, celui-là, il ne faut même pas parler. Non, je suis d'accord, mais qu'on les transmette chez les juges naturels. Tout ce que nous demandons, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, c'est de respecter les principes. Les services doivent faire leurs travaux, ou bien les services qui doivent faire, mais qu'on puisse transférer les gens après les délais prévus par la Constitution de garde à vue. En tout cas, en un seul mot, si je peux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que la question de ce qui s'est passé en prison, c'est une question qui nous interpelle, qui interpelle le gouvernement de mettre en place, dans un plus bref délai, toute une politique carcérale. Et deuxièmement, pour finir, je voulais dire que le système de loi de notre pays a déjà réglé la situation. Il faudrait seulement que chacun, en ce qui le concerne, applique, puisqu'en droit public, on dit que la compétence est toujours d'attribution. Nous n'avons pas seulement le ministre de la Justice par rapport au désengorgement des prisons. Ce n'est pas seulement le ministre de la Justice qui peut désengorger avec ce qu'on appelle des libérations conditionnelles. Le Parlement aussi peut le faire avec une loi d'amnistie. Et même le chef de l'État aussi peut le faire avec de grâces présidentielles, avec une ordonnance présidentielle. Et donc le système est déjà là. Le directeur de Makala avait proposé au mois de juin, c'était aussi la libération conditionnelle. Libération et tout ça. Et donc un système est déjà là. Si on essaie simplement d'appliquer, je vais même aller plus loin, il y a aussi même le système d'inspection des parquets supérieurs vis-à-vis des parquets inférieurs. Ils ont déjà commencé. Alors tout ça, justement, le système est déjà là. Si on appliquait simplement cela, vous allez voir que la question sera réglée de soi-même. L'application, oui, les textes, oui, mais l'application de tous ces textes pose problème. C'est ce qu'on va retenir d'ailleurs ici sur ce plateau pour aujourd'hui. Nous disons grand merci à vous, Monsieur Sambaï, Olivier, également Monsieur Chinakonga, Monsieur Jean-Baptiste Kankonde et le docteur, bien merci également à vous, et Monsieur Dieudonné Mouchageloussa, grand merci également à vous, et surtout à vous, membres des téléspectateurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Oui, ça fait débat, c'est terminé, mais vous pouvez continuer à débattre chez vous et avec vos frères et sœurs, surtout pas vos condisciples également. Grand merci à vous et à très bientôt.